Christian Peyrouan. Oui, au fond, je vais peut-être aborder le sujet et la fresque que vous adressez par le petit bout de la lorgnette, excusez-moi. Mais quand on s'interroge, quand on regarde, je voudrais savoir si vous l'avez fait, à la manière dont les Français choisissent, en termes de popularité, les hommes politiques qu'ils aiment. Par exemple, Kouchner, Simone Veil, Borloo. Bon. Tous ces gens-là. Non, mais en dehors des candidats à la présidentielle, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Au cas particulier, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête des Français. Parce que ces hommes-là, ce n'est pas forcément ceux que les appareils politiques vont rendre éligibles, mais c'est ceux vers qui spontanément se dégage, élection ou pas, une cote de popularité comme il s'en dégage pour Zidane. Bon, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et est-ce que vous avez à un moment donné essayé de voir dans cet, au fond, vote affectif de préférence, si ça recoupait un certain nombre de valeurs ou de pertes de valeurs, si on peut raisonner aussi d'une manière rétro, par rapport aux thématiques que vous avez abordées. Voilà, c'est une autre façon d'avoir des capteurs que l'avez-vous fait et qu'en pensez-vous le cas échéant? Oui, je pense que cette popularité d'opinion dont disposent certains hommes politiques ou certaines personnalités politiques qui ont l'image, au fond, de personnalités politiques, entre guillemets, de consensus, vient souvent du fait qu'effectivement, ils ont alors très souvent, quand on les regarde les uns et les autres, si on reprend le cas de Kouchner ou le cas de Borloo, etc., c'est aussi des gens qui ont su ne pas s'abîmer pendant très longtemps dans les responsabilités gouvernementales. Donc ça c'est un premier point un petit peu d'analyse de ces personnalités. Deuxièmement, c'est souvent des personnalités qui donnent le sentiment qu'ils sont des personnalités à la frontière ou quelque part qu'ils incarnent plus quelque chose qui est de l'ordre de la société civile entre guillemets, ou en tout cas qui sont à la lisière, qui sont des personnalités qui savent se démarquer de leur camp. Là par contre on voit qu'il y a une tendance générale dans l'électorat français qui est de créditer positivement ceux qui donnent le sentiment qu'ils se démarquent de leur camp. Et Sarkozy et Royal très longtemps ont bénéficié de cette prime, c'est-à-dire l'un le combat contre Chirac, l'autre le combat à l'intérieur du PS. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui c'est crédité le sentiment d'être un peu un franc-tireur, quelqu'un qui sait se débarrasser du carcan de sa famille politique. C'est aussi, je pense, à la base de ce qui explique la popularité d'opinion de Bayrou, dont on verra s'il va savoir transformer le plomb en or. Donc là, incontestablement, c'est en écho, effectivement, avec cette demande de personnalités politiques qui apparaissent plus de consensus, etc. Là où c'est un tout petit peu paradoxal, et je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, mais là où c'est un tout petit peu paradoxal, c'est qu'en même temps, les électeurs souhaitent qu'il y ait des choix clairs qui leur soient offerts. C'est-à-dire, je pense que c'est une des grandes inconnues aujourd'hui de l'énigme Bayrou, qui est, avant l'élection, c'est formidable d'avoir quelqu'un qui vous dit, les gens de bonne volonté, il y a des idées formidables partout. Moi, j'ai envie de travailler avec tout le monde à condition que ça soit à l'intérieur de ce que Alain Minck, dans ses essais, appelle le cercle de la raison. C'est-à-dire des gens qui acceptent l'état du monde tel qu'il est et qui fonctionnent à l'intérieur de ce cercle de la raison. Je crois qu'avant l'élection, c'est une idée qui est intéressante et qui plaît. Ce que je me demande quand même, c'est le lendemain, le jour d'après, comme on dit. Le lendemain où on se réveille, le jour d'après, avec qui on gouverne, dans quelle direction. Là, ça me paraît peut-être éventuellement plus difficile à faire vis-à-vis d'une attente qui est des choix qui soient relativement clairs. Je pense que l'une des raisons pour laquelle le référendum de 2005 a tellement passionné l'électorat, avec un taux de participation qui est quand même tout à fait intéressant, c'est justement le sentiment. Le référendum favorise ça, c'est un choix binaire, et le sentiment qu'il y avait là deux visions.
oui à plus d'Europe et en acceptant que c'est une Europe entre guillemets libérale. Pour certains, on va l'adapter, pour d'autres, on va amplifier. Non à une Europe perçue comme libérale, avec beaucoup de composantes très différentes dans le nom. Mais donc, vous voyez, il y a quand même, attention, là aussi la prudence, un petit paradoxe. On va favoriser des personnalités politiques qui semblent transcender ces clivages politiques et qui semblent incarner par leur parcours de vie, par leur personnalité, leur approche, quelque chose qui domine et qui transcende tout ça, mais en même temps l'exigence d'avoir des choix qui soient clairs. Et je pense que rien ne serait pire pour l'état du débat public en France qu'une immense crise nationale post-élection présidentielle qui est on va tout casser, on va faire un programme qui mélange dans un mixeur les bonnes idées des uns et des autres. Je crois que c'est un peu à l'encontre de ce point de vue-là de l'exigence de clarification des grands enjeux politiques qui nous attendent. Il faut se rappeler ici, peu de gens le soulignent, il faut vous rappeler ici que ce qui attend en numéro 1 le président qui sera élu le dimanche 6 mai 2007, c'est le Conseil européen qui est dans la foulée, avec l'ensemble des partenaires qui veulent savoir si, oui ou non, la France va tenir sa place pour relancer le processus d'intégration européenne. Le nouveau président français trouvera d'abord ça sur sa table de travail. Pas du tout. Emmanuel Godard. Oui, j'aimerais vous faire préciser, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais trois ou quatre précisions, 4 commentaires. Le premier, c'est sur la fin des idéologies. Vous en avez très peu parlé. Et moi, il me semble assez évident aujourd'hui que la détérioration du lien entre l'individu et la politique, elle participe aussi, d'une certaine façon, de cette fin des idéologies. J'étais à Sciences Po en 89, 90, 91. À l'époque, il y avait le bouquin de Fukuyama sur la fin de l'histoire. Et on a eu vraiment le sentiment que c'est à partir de ces années que ce lien, même si ça avait débuté bien avant, cette rupture et cette fin des idéologies, elle a marqué le paysage français. Deuxième observation, c'est sur la réduction, mais elle va de pair, de la vie politique à des choix gestionnaires. Et donc on est de plus en plus en effet sur c'est pas très sexy, c'est de moins en moins glamour, sur des choix de gestion beaucoup plus que sur des choix de société tels que la vie politique s'était exprimée pendant de nombreuses années. Troisième observation, c'est sur l'impact de la communication, sur l'importance de l'enveloppe sur le contenu. Moi je suis très frappé au cours de cette campagne électorale des liens ou des relations, j'emploie un gros mot, adultérine avec le showbiz, le fait que des stars ou des starlettes viennent défendre tel ou tel candidat. Je ne trouve pas que ça grandisse également le champ du politique. Et enfin, la quatrième observation que je ferai sur ce sujet, c'est sur la crise de confiance qui, d'une façon plus générale, est celle de nos élites. Qui dépasse largement le cadre du politique et qui va donc sur les champs que vous devez sans doute connaître, de la haute administration publique, des entreprises, et qui viennent alimenter également ce sentiment et cette réalité de la détérioration des liens entre l'individu et le politique. Je vais peut-être prendre plusieurs questions puis essayer de voir si elle se recoupe un peu ou... Merci. Une réflexion, une question. Le lien entre l'individu et le politique, vous n'abordez pas la question de l'histoire française où le lien entre l'individu et le collectif en politique est un lien facile. C'est entre un homme et un autre homme. Et si vous prenez Tocqueville, la grande crise de l'adaptation française, c'est l'absence de corps intermédiaire. Or, on était habitué en France, c'était simple, on avait un État, quand ça allait pas, c'était l'État, alors c'était le préfet. Aujourd'hui, on nous explique que l'État, en plus il y a la décentralisation, là, entre le Conseil général, le Conseil régional, les élites, on ne sait plus avec qui on a affaire, en plus on a l'Europe, et on a un peu perdu ce repère. Deuxième question, c'est par rapport au regard hospitalier. Je suis toujours considéré que l'hôpital n'était que le reflet de la santé, et ma collègue à droite va peut-être réagir, mais elle la fera réagir demain. On a après cette même problématique dans l'hôpital. Avant, on avait une infirmière, elle était dans un service, elle était pour 30 ans, elle avait un chef de service.
l'hospitalier simple, il avait l'État devant lui. Aujourd'hui, on nous parle d'un territoire, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce qu'on a comme logique. On nous demande de travailler avec des partenaires privés. C'était facile avant, il y avait les ennemis, c'était la clinique privée. Maintenant, on nous demande de faire des GCS avec des cliniques privées. Donc, on a la même logique dans l'hôpital. On a un lien entre l'individu et le collectif. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on ne change pas tout simplement d'une logique et la réponse à cette crise, est-ce que ce n'est pas l'absence de corps intermédiaire? Je vais... Ah, voilà, elle a réagi. Non, je ne réagirai pas à l'intervention de Jean-Paul Sigad. Non, c'était une question simple. Disons, ouais. Qui demande et qui paye les sondages? Au niveau de 2002, entre le premier et le deuxième tour, je pense ne pas me tromper, il n'y a quasiment pas eu de sondage. Ça n'a pas, les Français ont su pour qui voter, au deuxième tour. Aujourd'hui, on nous assène non seulement des sondages, c'était hebdomadaire, maintenant c'est quotidien, voire bi-quotidien. Je veux dire, c'est extrêmement anxiogène. Et ça, à mon avis, ça va dans le sens de l'étude que vous avez présentée, des 3 tiers. Intégration, défiance et hors. Je veux dire, on est en train de pousser, là. On est en train de pousser à, un doute important. Juste une remarque qui n'a rien à voir avec la politique, mais plutôt avec mais au niveau de ma vie professionnelle, c'est au niveau des adolescents. On faisait, il y a 8 jours, un forum avec les adolescents, tout public, et ce qui était intéressant, donc on m'avait demandé d'intervenir en tant que spécialiste, et donc il y avait un journaliste qui commence le débat en disant, bon, c'est quoi l'adolescence? Alors se tournant vers le psychiatre, c'est quoi? Est-ce que c'est une maladie? Bon, alors bien entendu, on recommence, il y a quelques psychiatres dans la salle, on sait très bien que c'est pas une maladie, mais elle se tourne vers les adolescents en leur disant, finalement, c'est difficile d'être adolescent aujourd'hui. Les adolescents qui étaient des adolescents, toutes classes confondues, sociales et tout, ont répondu clairement, nous, ça va très bien. C'est nos parents qui posent des problèmes. Aujourd'hui, je dirais, le décalage qu'on a entre le vécu et l'objectif, je veux dire, il faut laisser peut-être aussi, on ne laisse plus les gens essayer de raisonner, de réfléchir et tout. On est abreuvé de sondages, on est abreuvé de commentaires, on est abreuvé de critiques, et je crois que des fois, ça donne aussi ce type de sondage que vous avez donné. Voilà. Alors, qui paye? Merci, je vais peut-être... Est-ce que je réponds Comme ce sera le seul tour de questions, je vous propose de prendre la dernière ou les 2 dernières, s'il y en a vraiment une autre après le... Oui, dans l'intitulé, il y a marqué « Le lien entre individu et politique est-il définitivement détérioré ?» Dans ma carrière de psychiatre, j'ai eu l'occasion de rencontrer des politiques avant 81, après 81, et j'ai remarqué des attitudes tout à fait différentes. C'est une histoire de chasse individuelle, mais je ne sais pas si vous avez pu étudier après. C'est-à-dire que avant 81, ça va faire très plaisir à Fréchou, à certains nombre de ses copains ici, on allait voir un député, il vous écoutait développer des points de vue techniques. Et même un ministre, quand on était reçu par lui, il écoutait. Après 81, on a vu se dégager, avec les élections législatives, une nouvelle vague de députés. Oui. Et en l'espace de 6 mois, j'ai vu ces députés devenir les spécialistes de tout. Depuis le code de la route, la pratique de la psychiatrie, la gestion des éléphants dans les parcs animaliers, etc. Et pratiquement, quand on allait voir un député ou un maire, président de conseil d'administration, on avait affaire à un élu qui, en très peu de temps, était devenu omniscient. Alors, c'est vrai qu'ils sont entourés d'attachés parlementaires qui travaillent énormément, de belles bibliothèques. Le Sénat, au niveau de la culture, est un vrai rêve. Mais on a le sentiment... Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que la disjonction n'est pas apparue à ce moment-là dans une espèce de glissement sémantique de le représentant du peuple, représentant ses élus, devenant le technocrate appliquant une position économiste et non pas politique en rapport avec la chute des idéologies. Alors, c'est pas cette affirmation de ma position qui m'intéresse, mais est-ce que vous, dans les sondages que vous faites, vous avez eu la possibilité d'évaluer effectivement cette disjonction entre l'individu et ses élus? Bon. D'accord. Personne ne sera définitivement frustré. Si, Olivier, la toute dernière alors. En se présentant peut-être. Je suis Olivier Server-Lorenzé, centre hospitalier sud-francilien.
Depuis ce matin, je vous ai écouté avec une grande attention et finalement, moi qui suis un jeune vieux, je me demande si je ne vais pas prendre ma retraite parce que j'écoute des mots comme déprime, frilosité, défiance. La frilosité de la société française et des Français vis-à-vis de l'immigration, c'est un sujet classique. La défiance du Français vis-à-vis du pouvoir politique. Alors moi, je vais essayer de poser ma question, pas faire de trop longs commentaires, mais simplement dire, est-ce qu'on n'attend pas trop du politique ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs économiques, associatifs, pour ne pas dire d'élite, qui pourraient prendre le relais du politique et pour essayer de dépasser cela, parce que j'ai la chance d'appartenir à un pays magnifique. On n'a pas parlé ce matin de valeurs, notamment les valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on ne le retrouve pas non plus dans cette campagne électorale. Et au-delà des contingences, Conseil européen, tout cela, c'est derrière tout cela, quelles sont les valeurs d'humanité aujourd'hui qui font le vivre ensemble ? Merci. Je vais essayer de répondre à peu près tout. D'abord, merci de vos questions. C'est vraiment les questions qu'on se pose nous aussi, hein, bien sûr. Le premier point sur la fin des idéologies et la réduction de la vie politique à un choix de gestion, qui est en fait un seul et même point, une seule et même question. Oui, c'est sûr que la thèse de la fin des idéologies date du début des années 60. Daniel Bell, c'est 61. Mais c'est clair qu'on constate dans toutes les démocraties occidentales un véritable effet de la chute du mur de Berlin et de cette réunification européenne grandiose qui s'est déroulée jusqu'en 2004 avec les 10 nouveaux membres et 8 en tout cas qui venaient de l'Est de l'Europe. Et il est clair qu'il y a un effet. Ça ne veut pas dire, je ne crois pas du tout, moi, dans la thèse selon laquelle les citoyens des pays occidentaux sont détachés à ce point de tout cadre collectif qu'ils ne seraient plus analysables qu'en termes micro-individuels de leur petit jardin privé à eux, etc. C'est clair que ce petit jardin privé est devenu une dimension très importante et que nous ne sommes plus du tout dans cette époque des années 50 où la CGT avait 1 million d'adhérents, où la ceinture rouge de Paris existait vraiment. Donc on n'est plus là-dedans. Dans le même temps, nous ne sommes pas dans une société sans structure politique. Il suffit de regarder, si vous regardez dans la classe électorale qu'on a regardée, il suffit de regarder les cartes électorales de la France récente pour instantanément voir que des structures pérennes existent en France du point de vue de la politique depuis 2 siècles. C'est-à-dire que les territoires de la chouannerie existent toujours. Quand vous regardez le vote Philippe de Villiers, où est-ce qu'il est concentré en France, c'est le monde merveilleux de la Vendée. Lorsque vous regardez où est-ce que le vote de gauche en France est concentré, vous retrouvez des fondamentaux de l'histoire politique française du XIXe siècle. Tout à fait. Donc, c'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire à la fois au niveau de la superficie de nos sociétés, il y a des changements qui ont eu lieu du point de vue des valeurs politiques, etc., mais du point de vue des profondeurs de nos sociétés, des dimensions anthropologiques fortes, structurées du rapport à la politique continuent d'exister. Donc nous sommes tous, sauf dans un monde sans idéologie, sans attache, sans cadre collectif. Quelqu'un citait la notion de territoire tout à l'heure. C'est fascinant de voir la mémoire politique des territoires qui existe, qui est réactivée par des tas de trucs. Ça peut être la tonalité de la presse locale, ça peut être des associations qui sur le terrain véhiculent, se chargent de transmettre la mémoire politique, ça peut être des phénomènes qui restent dans l'inconscient collectif, etc. Donc on est quand même dans un monde avec des structures. Ceci dit, vous avez raison, il y a bien une réduction des possibles qui s'est déroulée. On a vécu quelque part, avec l'effondrement du mur, etc., une réduction de l'espace des possibles qui est très proche de ce qui se passe dans les situations de transition démocratique. Quand vous regardez les dictatures latino-américaines, comment elles sont sorties de l'impasse,
c'est des moments politiques et historiques où les ennemis d'hier décident de se serrer la main. Le révolutionnaire d'hier décide de composer avec le bourreau d'hier qui, lui, accepte éventuellement de passer devant les tribunaux et de gérer plus ou moins la situation. Et donc ce genre de situation réduit l'espace temporel de tous les acteurs, c'est-à-dire pour l'un, il n'a plus la vie devant lui à être un dictateur, et pour l'autre, il n'a plus la vie devant lui à combattre le dictateur dans un combat idéologique fort et sans limite temporelle. On réduit les limites temporelles, on accepte qu'on va gérer la situation. Il s'est bien passé ça dans les grands pays occidentaux qui ont vu cette transformation profonde liée à l'effondrement de l'Empire soviétique. C'est clair que ça s'est passé et que ça a réduit le temps et l'espace du possible. À l'intérieur de cet espace temps et de cet espace des possibles réduits, le combat politique garde toute sa signification. Alors il va être sur des problèmes de société, le mariage homosexuel, les 35 heures, qui est un exemple magnifique de combat culturel, qui a une dimension gauche-droite, mais qui est avant tout un combat culturel. Ceux qui disent « oui, je préfère travailler moins et gagner moins », sont totalement représentatifs de cette post-modernité qui consiste à privilégier l'épanouissement personnel sur la dimension économique de son existence. Donc ça va aller se jouer sur des clivages de société, la question de la parité, la question de l'homosexualité, la question du temps de travail, etc. C'est en ça d'ailleurs que la question sur le temps de travail est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit souvent. Troisième point de votre question, qui était l'impact de la com, le showbiz, etc. Ça fait toujours partie de la politique. La politique et la communication, c'est quelque part une seule et même chose. La fonction des hommes politiques est une fonction de médiation et de représentation. C'est au fondement de leur métier, les hommes politiques, que d'être des personnels de communication aussi. Là où il s'est passé quelque chose de nouveau, c'est qu'auparavant la distance était très grande. Aujourd'hui, il y a un déploiement de moyens de communication très important. On reçoit tous sur nos mails, tous ces jours-ci, c'était faites un chat avec tel candidat politique, etc., etc. Donc, je crois que c'est comme ça, alors, que les politiques aient des liens avec le showbiz, ça a aussi un peu toujours existé. Il y a eu la figure de l'intellectuel engagé pendant très longtemps en France. Aujourd'hui, les intellectuels sont eux-mêmes un peu en déclin dans leur rôle dans la société. Ils ne sont plus autant qu'avant prescripteurs. Les nouveaux relais, ceux qui sont prescripteurs, c'est effectivement les gens du spectacle, les idanes, qui sont devenus de véritables modèles. Alors la crise de confiance, vous avez raison, elle touche beaucoup plus que les élites politiques. Il y a le monde de l'entreprise en France qui est du point de vue de sa perception très connoté négativement. Bien sûr, il n'y a pas que les élites politiques, il y a les élites économiques qui sont même souvent plus stigmatisées encore que les élites politiques. Maintenant, sur les questions qui sont sur l'aspect de l'histoire française, Tocqueville, etc., oui, c'est très 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 juste. L'une des particularités de la France reste bien la faiblesse de toutes les médiations intermédiaires. Nous avons le taux d'adhésion syndicale en France sur l'ensemble de la population active, c'est de l'ordre de 1 ou 2%. Nous avons une faiblesse des partis politiques français, même si l'UMP revendique plus de 300 000 adhérents, le PS revendique plus de 200 000 adhérents. Les partis français sont d'une incroyable faiblesse. Rappelons-nous ici que les Verts français, qui sont arrivés à avoir un ministre au gouvernement entre 1997 et 2002, le Parti Vert, c'est 7 000 adhérents. 7 000 adhérents. D'accord ? Donc en moyenne, sur le territoire français, vous avez 70 adhérents verts par département. Donc il y a une faiblesse structurelle des partis politiques qui a toujours été là. Et c'est bien l'un des paradoxes français qui est une faiblesse de toutes les médiations politiques liées, alors là on n'a pas le temps, mais c'est évidemment lié à cette tradition centralisatrice française, à ce pouvoir central dont Tocqueville montre, qui remonte bien avant la Révolution, etc., on est toujours bien là-dedans. Je ne suis pas étonné qu'à l'hôpital, comme partout, on vous demande d'inscrire votre action publique aujourd'hui dans des dimensions territoriales, dans des dimensions de partenariat avec le privé. C'est l'ensemble des missions de service public qui aujourd'hui sont dans cette espèce d'entre-deux. C'est à ce point que dans certains
certaines activités du secteur public. Les agents ne savent plus très bien, d'ailleurs, où ils sont et dans quel univers ils sont. Si vous prenez la SNCF, c'est un autre bon exemple. Quand vous commandez un billet de train sur sncf.com, peu de gens savent que c'est une filiale qui, elle, se vit comme une sorte d'entreprise privée qui est là pour faire des bénéfices et qui ne se perçoit pas du tout avec l'identité SNCF et tout. Peu de gens le savent, mais sncf.com, pour commander nos billets de train sur Internet, c'est tout, sauf la SNCF. Donc on est dans de très nombreuses dimensions dans cette époque et ce que les collègues en sciences politiques appellent la gouvernance, c'est-à-dire multiniveau, on vous demande des partenariats avec la région, et puis avec la mairie, puis un jour on va vous en demander avec l'Europe, etc. Je ne suis pas du tout étonné. En ce qui concerne qui demande, qui paye les sondages, le premier point, c'est que dans l'activité des instituts de sondage en France, les sondages politiques représentent une immense vitrine, mais très peu de leur chiffre d'affaires. Les grands instituts de sondage comme la Sofres, IFOP, Ipsos, etc., les sondages politiques, c'est 5% de leur chiffre d'affaires. Par contre, c'est leur vitrine. Donc, ces 5% sont payés la plupart du temps par des groupes de presse. La presse en France est hautement consommatrice de médias parce que ça fait vendre aussi du papier, c'est évident. Les autres demandes de sondages politiques en France émanent bien sûr des formations politiques et des candidats à l'élection. Nous sommes l'un des pays où le rapport entre le nombre de sondages et le nombre d'électeurs est le plus élevé au monde. Vous avez raison, c'est de l'ordre d'un ou deux sondages par jour. Je pense, mon opinion, c'est que c'est largement lié au fait que nous avons une élection présidentielle avec un président fort, une personnalisation très forte de cette élection présidentielle autour de profils personnels de candidats, et donc forcément une très grande sensibilité de l'opinion et des médias à qui va gagner, la personnalité des candidats, etc. Je pense qu'on serait une démocratie parlementaire au sens britannique du terme, on aurait sans aucun doute beaucoup moins de sondages. En tout cas sur qui va gagner l'élection. Au moment des élections, les Britanniques font aussi beaucoup de sondages, mais nous, c'est vrai qu'on est quand même un peu un des champions d'Europe et même un des champions du monde du nombre de sondages. Les enquêtes, que nous réalisons, sont parfois financées par le CNRS ou le ministère de la Recherche, mais aussi par d'autres partenaires publics, le service d'information du gouvernement, le SIG. Le baromètre politique français est financé par le ministère de l'Intérieur, je dis bien le ministère et pas le ministre. Le ministère de l'Intérieur est dans ses missions de service public puisqu'il organise les élections en France. Je conclus très rapidement, puisque le temps nous est compté, par tout dernier point, qui est... Je vais choisir parce que j'aurai de multiples questions à répondre, mais il y en a une à laquelle je voudrais absolument donner réponse. C'est la dernière question qui a été posée sur la question des valeurs, etc. Dans l'enquête du baromètre politique français, on a posé la question au fond de vous-même. Si vous deviez choisir entre la liberté et l'égalité, quelle est celle des deux valeurs que vous préféreriez ? C'est pratiquement partagé à 50-50. Dans une autre enquête faite par la Sofres, lorsqu'on demande aux Français si vous deviez ajouter un quatrième élément à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, quel serait ce mot ? Et c'est le mot de respect qui intervient en numéro 1 comme étant le quatrième élément qui devrait compléter la devise républicaine. Merci à nouveau de vos questions. Je vous souhaite d'excellents On peut applaudir nos intervenants. moments sur les pistes de ski.